Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures d'Élise. C'est le premier épisode directement posté sur YouTube, donc moi je dis ça se fête. Bon, à moins de 6 personnes et seulement entre 6h et 18h, mais peu importe. Je vous rappelle le principe de cette émission, je vous lis un chapitre issu d'un roman auto-édité et ou posté sur des plateformes de type Wattpad, Scribd, Plume d'Argent, vous commencez à connaître la chanson, et bien entendu je fais tout ceci avec l'autorisation de l'auteur ou de l'autrice. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le premier chapitre de À Augure, une saga qui comprendra bientôt 7 tomes, et oui, rien que ça. Et À Augure est écrit par Sonia J. Ada. Dans ce tout premier tome, nous allons suivre Ulysse, un vieux bûcheron, et ses 6 enfants adoptifs. Ensemble, ils forment une famille heureuse et unie qui mène une vie paisible, du moins jusqu'à ce que des événements inhabituels viennent chambouler leurs habitudes. Mort, violence, amour et monde féerique caché, telles sont les choses que Solène, une des filles d'Ulysse, sera amenée à découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve après le jingle pour la lecture du premier chapitre de ce roman. Les Lectures d'Élise, votre émission Découverte Lecture. Si je vous racontais une histoire, comme on en raconte aux enfants, la niaiserie en moins. Quoique je puisse bien m'y laisser aller par moments, personne n'est infaillible. Vous en voulez de mon histoire ? Décrochez quelques instants vers un autre présent ? Sachez que je commençais à écrire en écoutant les chœurs de l'Armée rouge, donc on ne part pas sur des châteaux d'opale qui luisent sous le soleil du printemps, non. Imaginez plutôt un chemin de campagne à la nuit tombée. Tout autour, la cambrousse à l'ancienne, sans poteaux ni panneaux, on efface, on oublie, on remonte le temps. Imaginez donc, on marche dans nos vieux souliers, en tirant une petite charrette à bras sur la route pleine de cailloux et de touffes d'herbes folles. Le ciel est étoilé, c'est l'automne, donc ça caille franchement. On presse le pas pour rentrer à la chaumière sur la colline. On n'est plus très loin, mais il faut se manier un peu parce que dans le coin, les loups ont bon appétit. Mais on n'y pense pas trop et on se paye le luxe de plaisanter entre nous. On a passé 2 jours à la ville pour la foire annuelle, la foire aux oignons. Et oui, ça vend du rêve. On a rencontré beaucoup de monde, on a vendu nos légumes, nos peaux de lapin et de renard. Tout va bien en somme, on ramène quelques chopines en plus de ce qui nous manquait pour passer un hiver tranquille. Mais j'y pense. Je ne vous ai pas présenté la famille. Une belle bande de locteux à dire vrai, mais une vraie fratrie de l'enfer à foutre le feu à toutes les robes de bure en goguette. Il y a le père d'abord, 2 mètres et 100 kilos de bûcheron, des mains comme des battoirs qu'il n'a jamais levées sur aucun de nous. Nous, ses enfants. Enfin, ceux que le destin lui a confiés à lui tout seul, sans mère pour les porter ou leur donner la tétine. Cet homme-là nous a ramassés comme des fruits sauvages dans toute la campagne environnante. Edwina, par exemple, seule rescapée de l'incendie qui avait ravagé la ferme de ses parents, elle avait 6 ans. Colin, lui, il l'a trouvé dans une maison en ruine, près du corps d'une femme morte. Ce n'était encore qu'un bébé chétif. Comme la petite Jeannette, qui a survécu à l'épidémie qui avait ravagé tout un village, elle marchait à peine quand il l'a trouvée errant sur la place. Et moi, Solène, qu'on a carrément déposée devant sa porte, dans un panier. Il y a aussi le dernier venu, le petit Bastien que ses parents ont presque vendu à notre père. Faut dire qu'avec déjà 11 enfants, 1 de moi contre 1 kilo d'orge, c'est une bonne affaire. Cet homme-là, qui ramasse les mioches que personne ne réclame, c'est Ulysse, notre père à tous. Et notre famille, avec tout ce qu'il nous a appris, notre famille passe au travers des ennuis comme l'eau dans le tamis de l'orpailleur. Mais revenons à ce soir d'automne. En dépassant le petit pont antique juste avant la colline, quelque chose attira l'attention de notre père, qui fit taire nos bavardages d'un geste. La rivière était à sec sous le pont, et en y jetant un œil, j'aperçus quelque chose qui brillait à la faible lueur des étoiles. Un hennissement étrange se fit entendre. Notre père contourna le pont vers le lit de la rivière, notre unique lanterne à la main. Nous étions tous restés au-dessus, mais la curiosité de Colin le poussa à descendre lui aussi. Du pont, je ne discernais pas grand-chose, mais d'instinct, je sus que tout ça ne sentait pas bon. Edwina improvisa une torche d'une branche morte et descendit à son tour. Bastien commença à s'inquiéter. Il se serra contre moi, l'air grave, sans même savoir pourquoi. Au bout d'1 minute, Colin revint, la mine sombre. J'allais le questionner quand un court hennissement aigu traversa la nuit. Je sursautai, et Bastien avec moi. Colin me dit alors, un groupe de gars du château. Ils ont dû tomber sur des bandits de grand chemin, c'est une vraie boucherie, ils ont même planté les chevaux. Papa vient d'achever celui qui agonisait. Je déglutis péniblement avant de lui répondre. Il faut se dépêcher de rentrer, tout ce sang, ça va attirer les bêtes. Mon père, qui venait de remonter, ajouta. Oui, hâtons-nous, il faudra aller prévenir le château demain.
et il reprit la charrette en direction de la colline. Edwina garda sa branche enflammée à la main, et je pus voir sa mine soucieuse quand elle prit ma main dans la sienne. Jusqu'à ce que nous soyons de retour à la chaumière, il n'y eut plus de bavardage ou de rire. Chacun rejoignit sa couche alors que notre père rallumait le feu dans la cheminée. En montant dans la soupente, je l'observai furtivement. Complètement absorbé par ses pensées, il s'assit devant l'âtre et resta ainsi longtemps, alors que les hurlements des loups se faisaient entendre non loin. Il n'était pas homme à s'inquiéter pour rien. Tout cela ne sentait décidément pas bon. La nuit fut courte, comme toujours. À l'aube, il fallait vaquer aux corvées journalières, chacun la sienne, peu importe la saison. Rentrer du bois, relever les pièges, aller chercher de l'eau, toutes les joyeusetés de la vie champêtre. Cela peut sembler fou, mais nous étions heureux, et notre quotidien ne se résumait pas qu'à cela. Dès que nous avions terminé, nous avions quartier libre jusqu'aux corvées du soir. Ce matin-là, cependant que nous mangions un frugal petit déjeuner, l'ambiance familiale n'était pas du tout joyeuse. Aucun des enfants n'osait poser la moindre question, mais tous n'avaient que l'épisode du pont en tête. Notre père faisait mine de ne pas y penser, mais il savait qu'il n'y échapperait pas. Avec 5 pères Dieu le scrutant en silence, il finit par soupirer. « Très bien. Je vais aller au château avec Edwina tout à l'heure, pour informer le seigneur Claude de ce qui s'est passé au pont. » Colin ouvrit la bouche pour protester, mais notre père ajouta aussitôt. « J'y vais avec Edwina parce que tu as des pièges à relever. Solène, tu l'accompagneras au cas où. Et vous, Bastien et Jeannette, vous savez ce que vous avez à faire. Filez chez Justine pour amener Pâquerette. Pas de discussion, au travail. » Après avoir conduit Bastien et Jeannette chez notre voisine Justine où ils devaient récupérer notre chèvre, nous nous dirigeâmes, Colin et moi, vers la forêt des Arabesques. À un moment, juchés sur un monticule de rocs et de terre, nous pûmes apercevoir au loin, sur la route, notre père et Edwina s'éloignant vers le vieux château du seigneur Claude. Un peu déçus de ne pas être du voyage, nous avions cependant des choses à faire, il fallait profiter de ce soleil d'automne tant qu'il osait encore se montrer. En nous enfonçant dans l'épaisse forêt, nous prévoyions déjà d'aller à la pêche sur le chemin du retour. Je m'entendais bien avec Colin, nous avions presque le même âge, le même goût pour les armes et les blagues douteuses. Quand nous étions encore petits, nous nous étions battus parce qu'il osait dire qu'une fille serait toujours moins bonne qu'un garçon au lancer de hache. Il n'avait pas tort en fait, mais au fil du temps j'étais devenu bien meilleur que lui au lancer de poignard. Nous vivions une époque rude, et notre père était convaincu qu'il nous fallait tous pouvoir nous défendre le cas échéant. Il avait enseigné le maniement de la hache à Colin, de ces haches bien différentes de la cognée qui lui servait à abattre les arbres. Nous ne savions pas vraiment d'où il tenait cette aptitude. Il restait toujours évasif sur ce sujet, mais nous avions imaginé qu'il avait servi dans une quelconque armée. Cette idée nous était venue quand il nous initiait au tir à l'arc, nous, les filles. Jeannette n'aimait pas cela. Elle n'aimait pas les armes et le concept même de la violence. Mais elle finit tout de même par se débrouiller avec l'arc que notre père lui avait fabriqué et joliment gravé à son nom. Edwina, elle, par contre, était imbattable en archerie, capable d'atteindre une mésange en plein vol ou un lièvre en pleine course. Pour ma part, je préférais les lames, mais ne me défendais pas trop mal en archerie. Dans l'après-midi, un vent humide et glacé se leva alors que nous relevions le dernier piège à loup. Il avait fallu achever la bête, mais ce n'était pas un problème, nous avions la technique. En quelques minutes, l'animal était tué, dépecé, et nous étions déjà repartis. Ce jour-là, nous rentrions avec 3 peaux de loup, et ça ne présageait rien de bon. S'ils étaient déjà nombreux, l'hiver serait long et dangereux. Le seigneur Claude était de ces hommes nés dans l'opulence par accident, sans jamais réussir à y trouver réellement leur place. Tout en barbe, moustache et cheveux gris, bedonnant un peu sous le pourpoint, il affichait la plupart du temps une bonhomie non feinte à l'égard de tout un chacun. En seigneur des terres environnantes, il s'évertuait à rester juste et ne cherchait pas futilement les honneurs de ses pairs. Il discutait avec une paysanne devant l'entrée de son vieux château lorsque mon père et ma sœur se présentèrent à lui. À l'annonce que lui fit le bûcheron, Claude se rembrunit. « Allons bon. Aucun de mes hommes ne manque à l'appel ce matin pourtant. As-tu vu si ces pauvres bougres portaient les armoiries d'une famille de la région? Des couleurs que tu aurais pu reconnaître? » Non, messire. Il faisait déjà fort sombre quand nous les avons trouvés, mais leur corps n'était pas encore raide, l'attaque était récente. Je n'attends aucune visite ou délégation. Retourne sur les lieux, Ulysse, je fais atteler une carriole. Qui que soient ces malheureux, je ne vais pas laisser pourrir leur carcasse ainsi. Tout homme mérite une sépulture décente. Merci à toi de m'avoir promptement prévenu. C'est normal, messire. Je vous attendrai là-bas. Notre père ne se réjouissait pas de retourner sur les lieux de l'incident. Il avait pensé être débarrassé de cette histoire une fois le seigneur prévenu. Sur le chemin du retour, ma sœur lui dit « Tu as l'air inquiet. » Pas vraiment inquiet, juste un peu contrarié. J'ai d'autres choses à faire. Je le sais bien, et pourtant,
Ça ne te titille pas de savoir de quoi ils retournent? Comment ça? Ces pauvres types se sont fait trucider pour quelques pièces et une paire de bottes. Voilà de quoi ils retournent. Ce n'est peut-être pas aussi simple. On ne voit pas souvent d'hommes en armure de plate par ici. Et ne me dis pas que tu les avais pas remarqués. Les deux en armure? Si, bien sûr. Mais va savoir, peut-être des nobliers en vadrouille. Rien qui ne nous concerne en tout cas. Ah oui, mais tout de même. Des hommes en armure ne sont pas censés savoir se défendre? Est-ce que, justement, ils ne sont pas censés pourfendre facilement les bandits de grand chemin? Et là, 2 armures plus 2 écuyers se font couper en tranches? Il fallait que les gredins soient nombreux, non? Et si une bande comme ça se balade dans la région, ça nous concerne aussi, non? Notre père marqua un temps d'arrêt et regarda sa fille d'un air perplexe. Il la savait maligne et curieuse, mais elle arrivait toujours à le surprendre. En soupirant, il répondit. Tu n'as pas tort. J'ai même carrément raison. Ne t'en vante pas trop auprès de tes frères et sœurs, inutile de les inquiéter pour si peu. Pour si peu? Oui, nous ne savons rien pour l'instant. J'irai au village demain voir si quelqu'un aurait eu vent d'une bande de malfrats dans les environs. Je pourrais... Non, j'irai seule cette fois. Tu as du travail à la maison, toi aussi. Edwina fit rouler ses yeux en signe de contrariété, mais passa son bras sous celui de son père en soupirant. Ils échangèrent un sourire. Notre colline se dessinait au loin sous le soleil pâle. Ma sœur ne me raconta tout ceci que bien plus tard, quand justement ce moment anodin prit un tout autre sens que celui d'une simple visite au château. Colin s'était endormi sous un arbre depuis un bon moment. Je regardais la surface de l'étang presque immobile, sans vraiment surveiller la ligne de ma canne à pêche. Mon esprit flottait entre la réalité calme et odorante de la forêt et l'agitation incohérente de ma réflexion. Des morts sous le pont de pierre, les loups, ou les ours, qui allaient s'en repaître, les bandits de grand chemin. La mort n'était pas anecdotique à cette époque, et à 19 ans, j'avais vu mon lot de cadavres dans des états plus ou moins effrayants. Comme celui du mari de Justine, qu'on avait retrouvé une semaine après qu'il se soit rompu le cou dans le gouffre de la butte aux cerfs. Toutes les bestioles du coin avaient dû y goûter, ce n'était pas beau à voir. Et l'odeur, quand les hommes du village l'ont remontée, c'est peut-être ce qu'il y avait de plus horrible. Depuis, Justine n'était plus la même. On l'avait retrouvée plusieurs fois, à moitié nue, arpentant la nuit dans l'espoir qu'un loup l'emporte. Nous prenions soin de la ramener chez elle, et souvent Jeannette restait à son chevet jusqu'au matin. Nous aimions beaucoup Justine. Elle nous avait tous appris à lire et à signer notre nom, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Et quand nous renaclions à la tâche, notre père nous rappelait combien c'était un cadeau précieux qu'elle nous faisait. Jeannette, du haut de ses 14 ans, était toujours la plus appliquée, le reste de notre fratrie se contentant du minimum, qui était déjà bien plus élevé que tout ce que nos voisins connaissaient. Ma petite sœur passait beaucoup de son temps libre chez Justine. Peut-être avait-elle besoin d'une figure maternelle, comme le disait notre père. Je pensais pour ma part qu'il y avait certainement un peu de ça, mais aussi beaucoup d'intérêt pour les trésors que possédait notre voisine. 2 livres, dont un dans une langue inconnue, que Jeannette annonnait malgré tout à haute voix, comme des incantations étranges. Elle nous citait parfois de mémoire une phrase ou deux, dont elle ignorait le sens, mais qui résonnaient telles des sentences selon le ton qu'elle employait. Je crois qu'elle nous prenait pour des crétins ou des brutes par moments. Et quelquefois c'était vrai, mais nous finissions toujours par en rire ensemble. Au souvenir d'une mauvaise blague de Colin, un sourire honteux flotta sur mes lèvres. C'est un craquement sec qui me tira de mes pensées. Un regard vers mon frère, il dormait toujours. J'allais tourner la tête sur ma droite quand une odeur âcre, que je n'identifiais pas tout de suite, me fit grimacer. Un autre craquement de branche, plus près. Je me figeai instantanément. Je reconnus l'odeur qui s'était faite plus forte. Un relent de vieux sang et de pisse mêlés. J'étais tendu, mais je venais de comprendre, et lançai d'une voix forte en espérant réveiller Colin. « Hugues, branle-ton de chèvre! Je t'ai senti approcher depuis longtemps !» Mon frère sursauta. Je me retournai pour me retrouver face au fils du meunier du village qui ricanait. « T'as la truffe d'une chienne de troupeau, toi !» Hugues Bordelin, dit Leclou, un grand type maigre aux faciès grêlées, mauvais comme la gale et obsédé par les donzelles comme un croisé de retour de quête. Mon frère se releva en grognant. « Toi, cette fois, je te casse la gueule !» Hugues était bien plus grand, mais Colin avait pour lui d'être rablé et musclé. Le fils du meunier ne s'y risquerait pas. « Mais calme-toi, je n'ai rien fait de mal cette fois !» dit-il avec un sourire de biais montrant ses dents gâtées. J'arrêtai mon frère en disant posément. C'est vrai, laisse Colin. Il y aura sûrement d'autres occasions. En tout cas, moi, avec ma truffe de chienne, t'es pas prêt de m'attraper comme tu l'as fait avec la Marie. Dès que tu es dans le coin, ça sent la pisse que c'en est irrespirable. J'ai rien fait à la Marie. C'est pas ce qu'elle dit. Bah, c'est une demeurée qui dort avec les poules. Y a que les bâtards pour la croire. J'allais surenchérir quand une pierre vint le cogner en plein four dans un bruit sourd.
Il s'écroula, sonné. Je me tournai vivement vers Colin, qui dit en levant les mains « Quoi ? J'ai pas lancé ma hache !»« Tu l'as peut-être tué quand même, imbécile !»« Mais non, j'ai pas pris la plus grosse pierre. » Hugues gémit et se remit à bouger mollement. Un filet de sang commençait à couler de son front. Je n'éprouvai aucune pitié pour lui. Il n'avait pas vraiment l'air mal en point. Je dis à Colin « Un peu d'eau fraîche lui ferait du bien, tu ne crois pas ?» L'instant d'après, nous le jetions dans l'étang. Le contact de l'onde glacée le réveilla tout à fait, et ce fut un déluge d'insultes à notre rencontre. Nous ramassions nos affaires pour rentrer quand Colin me dit en ricanant « Le problème, c'est qu'avec ce bain forcé, tu n'auras plus l'odeur de pisse pour le repérer. » Alors que nous arrivions à la maison, Bastien vient à nous, curieux de savoir ce que les pièges avaient donné. Notre père n'était pas encore rentré du pont, mais Edwina nous accueillit sur le seuil de la maison. Colin lui raconta notre rencontre avec le clou. Elle eut un bref sourire amusé. « Vous avez bien fait. Ce sac à bouse mériterait bien pire. Je n'aime pas le savoir dans le coin, surtout pour Jeannette. Il faudra qu'on soit vigilant à l'avenir. Elle reste chez Justine ce soir, mais demain, l'un de nous ira la chercher. » Colin jura ses grands dieux que si le clou touchait à une de ses sœurs, il lui ferait manger ses joyeuses ou quelque chose de cet ordre. Et je ne pus qu'ajouter « Évitons que tu aies à te salir les mains, tu veux ? Pense juste à aller chercher Jeannette demain. » Nous nous attelâmes à nos tâches du soir en guettant le retour de notre père, chacun de notre côté. Et lorsqu'il arriva enfin, c'était le crépuscule. Nous l'attendions pour passer à table, il prit le temps de tous nous embrasser avant de s'asseoir. Coupant un morceau de pain, il devança nos questions. « Avant que vous n'imaginez 1000 histoires rocambolesques, voilà ce que j'ai fait avec le seigneur Claude aujourd'hui. Nous avons ramassé les corps des infortunés sous le pont pour les mettre sur un chariot et les déposer au temple. Le prêtre va se charger de les mettre en terre. Le seigneur croit avoir reconnu le blason d'une famille, des gens du Nord qui vivent à des centaines de lieues d'ici. Il ne comprend pas ce que ces gens venaient faire chez nous. Voilà, fin de l'histoire. » Mais ce n'était pas suffisant pour satisfaire notre curiosité. Je demandai « Il est certain d'avoir reconnu le blason ?» Ce à quoi mon père répondit « Pas certain, non. Il devrait vérifier dans ses documents ce soir. » Edwina enchaîna « Va-t-il parler de ça au duc ou au roi ?»« Je ne sais pas, ma fille. J'en doute quand même. » Et Colin de poursuivre « Est-ce que c'étaient des chevaliers, en fait ? Leurs armures, il semblerait, bien qu'on n'ait pas retrouvé leurs armes. » Et on ne prévient pas le roi quand des chevaliers sont tués ? Je ne sais pas. Écoutez les enfants, inutile de vous retourner l'esprit avec tout cela. Ce ne sont pas nos affaires. Alors assez de questions. Mangez maintenant. Frustration générale. Mais au bout de quelques secondes, Bastien risqua, comme pour lui-même. Quand même. Des chevaliers. Ces réflexions nous tira à tous un sourire. Le lendemain, comme il l'avait prévu, notre père se rendit au village de Pierre Fondue et questionna les gens qu'il connaissait, sans trop en dire toutefois, pour ne pas répandre une psychose inutile. Mais personne n'avait entendu parler de bandits qui écumeraient la région. La contrée des terres du Sud était réputée paisible, et plus particulièrement les territoires du seigneur Claude. Il avait sous ses ordres une brigade d'une douzaine d'hommes qui veillaient à ce que la paix régnât. Tous étaient natifs de la région, ce qui facilitait le lien avec les habitants. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le village, notre père fut interpellé par le meunier. Il devina de suite pourquoi. Les deux hommes se connaissaient depuis fort longtemps, mais leur entente n'était que très relative. Il soupira et serra la main de l'artisan en disant « Ah, Ulysse, le plaisir que ça me fait de te voir ici. Tu t'es fait rare. T'es allé à la foire aux oignons, donc. Plaisir partagé, Martin. Oui, on est allé à la foire en famille. La ville est toujours aussi puante et bruyante. Ouais, certaines choses ne changent pas. Tu voulais me parler de quelque chose ? À dire vrai, oui. Et tu sais de quoi, je parie. Mon fiston grandit et je lui cherche toujours une petite femme. Et toi qui en as 3 dans ta chaumière ? Ce sont mes filles, pas des femmes. Oui, oui, comme tu veux. Mais les 2 grandes sont bien assez vieilles pour prendre mari et la plus jeune, ça ne va pas tarder aussi. On en a déjà parlé, Martin. Elles ne sont pas intéressées. Mais crévin Dieu, si tu es leur père comme tu le prétends, use de ton autorité. J'ai un peu de bien, tu sais. Celle qui mariera mon fils ne sera pas malheureuse et à l'abri du besoin. Mon père avait marqué un temps d'arrêt. Il observa le visage rougeau du meunier qui empestait l'ail et le lait caillé. Pendant une seconde, il s'était vu lui écraser la trogne sur sa meule. Puis, il prit une profonde inspiration et lui dit d'une voix calme et douce « Martin, je vais te le dire pour la dernière fois. Aucune de mes filles n'épousera jamais ton Hugues. Je veux qu'elles choisissent seules leur futur époux. C'est mon choix de père. Ne m'oblige pas à t'expliquer pourquoi elles ne veulent pas de lui. Tu n'aimerais pas ce que j'aurais à te dire. » Le meunier réprima un juron et tourna les talons en maugréant. En le suivant des yeux, mon père le vit passer devant son fils qui se prélassait au soleil, l'air mauvais. Il ne put réprimer un sourire amusé. Le récit de cet échange nous fit bien rire, ma sœur et moi.
quand il nous le fit quelques jours plus tard. Néanmoins, ce soir-là, de retour à la chaumière, notre père observa un instant ses enfants qui s'affairaient. Les paroles de Martin résonnaient en lui. Edwina allait sur ses 21 ans, et il n'avait pas réalisé quelle jolie jeune femme elle était devenue. Le meunier n'avait pas tort, enfin, en quelque sorte. Ces grandes filles, pas encore mariées, sous le toit d'un homme d'âge mûr, un homme sans épouse. Il réalisa que sa famille devait faire la joie des médisants. Et même si cela pouvait l'agacer un peu, la tristesse qui l'envahissait n'en était pas la conséquence. Il ressentait juste une profonde nostalgie. Colin passa non loin de lui, et il fut presque surpris de le voir si costaud. Où était le petit garçon infernal qui le faisait courir dans tous les coins de la maison? Bastien, du haut de ses 10 ans, chassa ses idées noires en venant s'asseoir contre lui. Notre père passa un bras autour de ses épaules et déposa un bruyant baiser sur sa tête. Le petit garçon lui sourit, et la nostalgie s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue. Les jours passèrent ainsi, dans une quiétude simple. L'hiver fut bientôt là, et avec lui, un froid mordant, le gel, puis la neige, épaisse et cotonneuse, aussi pure qu'impitoyable pour la nature qu'elle pétrifiait dans un sommeil silencieux. En cette saison, tout était au ralenti, moins de travail, moins de sorties au grand air. Mais notre père savait occuper ses enfants. Les osselets, les dés, les jeux de cartes, le tricot, nous avions toujours quelque chose à faire. Et de temps en temps, quand le soleil brillait sur la campagne blanchie, nous allions chasser. Cet hiver-là, Bastien atteignit enfin sa cible à l'arc. Et quelle ne fut pas sa déception quand il découvrit qu'il n'avait pas tué un lapin, mais un putois. Notre père ne put s'empêcher de rire aux éclats devant la mine déconfite du petit garçon. Puis, voyant que Bastien prenait mal la chose, il lui dit, en s'agenouillant près de lui, « Allons, on ne peut pas le manger, mais on peut récupérer sa peau, c'est une très belle fourrure. On pourra faire un chauffe-épaule pour Jeannette, qu'en penses-tu? On lui fera la surprise. » L'idée sembla plaire au petit chasseur qui opina du chef en répondant, « Oui, ou pour Justine, elle en a pas. Elle aura moins froid quand elle ira au puits. » Pour Justine alors, top là. Et ils scellèrent l'accord d'une poignée de main virile. En retournant vers la maison, Bastien demanda de but en blanc, « Pourquoi tu l'as pas mariée, Justine, papa ?» Surpris, mon père prit une inspiration avant de répondre, « Pourquoi se marie-t-on d'après toi, Bastien? Pour faire une famille? Oui, mais avant ça. Pourquoi 2 personnes ont-elles envie de se marier et de rester toute leur vie ensemble? » Ah oui, parce qu'elles sont amoureuses. Comme Colin avec la fille Chabrillon. Ils vont se marier un jour. Ah, oui, je pense. Mais voilà, il faut être amoureux. Enfin, il vaut mieux. Et toi, t'es pas amoureux de Justine, c'est ça? Voilà. Pourquoi? Notre père soupira bruyamment. Mais il fallait répondre à ce genre de questions pour gagner la paix. Eh bien, ce sont des choses qui ne se commandent pas. Justine n'est pas mon genre de femme. Et puis, elle a beaucoup aimé son mari. Celui qui est mort? Oui, elle en parle souvent. Tu vois, il a beau être mort, elle l'aime toujours. Et elle l'aimera sans doute jusqu'à la fin de ses jours. Mais toi, pourquoi tu es amoureux de personne? Une ombre passa furtivement dans le regard gris de notre père. Bastien, qui peinait à marcher dans la neige, n'avait rien remarqué. La voix un peu éteinte, il répondit, « Je ne sais pas. Je n'ai peut-être pas encore rencontré la bonne personne. Et puis je vous ai, vous 5. Je n'ai pas le temps d'aller courir les balles pour trouver une épouse. » Il avait voulu faire sourire le petit garçon, mais la réponse qu'il reçut cassa son élan. « N'empêche que j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'avoir une maman, moi. » Notre père se redressa imperceptiblement, s'éclaircit la voix et clôt la discussion dont il perdait la maîtrise. « Allez, dépêchons-nous de rentrer, tes sœurs vont s'inquiéter. » Le rythme de vie hivernale de la famille suivait son cours et rien ne semblait vouloir troubler sa routine engourdie. Rien, si ce n'est le vent furieux qui se leva un soir, peu après le solstice d'hiver. Après avoir bloqué et calfeutré fenêtres et portes, nous nous étions tous réunis auprès du feu pour jouer aux dés comme nous en avions l'habitude. Mais avec les hurlements du vent au dehors, le craquement sinistre des arbres alentour, il était quasiment impossible de se prendre au jeu. Notre chèvre et les 2 poules qui passaient l'hiver dans une pièce attenante à la chaumière étaient terrifiées, et donc très agitées. Bastien tentait désespérément de le rassurer, mais lui-même n'en menait pas large. Notre père le prit sur ses genoux pour lui raconter une histoire qui détournerait momentanément son attention de la tempête, mais le petit garçon le repoussa gentiment. « Décidément, ces enfants grandissent trop vite, » pensa-t-il. Colin tournait en rond, visiblement très inquiet. Il pensa s'adulciner. Dans la vallée, le moulin de son père devait souffrir sous les rafales de ces vents furieux, et il s'imaginait presque la bâtisse s'envolant avec sa douce à l'intérieur. Je vins m'asseoir près de lui, et Edwina nous rejoignit pour le rassurer. Elle tenta, sur le ton de l'humour, «
Allons, elle ne va pas s'envoler, ta rouquine. Elle a du lest au cul pour la tenir au sol. Mais le regard noir qu'il lui adressa lui fit ravaler ses paroles. Je lui tapotai doucement le dos en disant « Allez, on plaisante. Mais c'est vrai qu'elle ne va pas s'envoler. Elle et les siens iront se mettre à la cave, comme tous ceux qui en ont une au village. Je sais, mais j'en ai assez. Être aussi loin d'elle quand elle aurait besoin de moi. Si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont. Que veux-tu dire ?» Il baissa la voix pour que notre père n'entende pas ce qu'il me répondit. « Si nous n'étions pas aussi pauvres, j'aurais pu la marier et quoi? Elle serait venue vivre ici avec nous. Tu n'as pas l'impression qu'on est assez nombreux déjà ?» Edwina ajouta, un sourcil levé, d'autant qu'on n'aurait pas long à attendre avant qu'elle ponde. Colin, agacé, soupira profondément. « De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre, vous deux. Vous n'êtes amoureuse de personne. Vous ne savez pas ce que ça fait. » Sa détresse me peinait, mais il avait raison. Je soufflai. « C'est vrai, on ne sait pas encore, mais j'espère que ça viendra. » Edwina n'était pas de cet avis. « Pfff! Et pourquoi faire? Se retrouver avec des mioches tout autour du ventre, qu'il faut les compter pour savoir s'il en manque? Ah, non, non, je ne suis pas pressée que ça m'arrive. » Son cynisme me tira un sourire, parce que je savais que cette dureté affichée cachait toute autre chose. Je me contentai alors de lui souffler « Alaric » à l'oreille, et l'expression de son visage passa de blasé à gêné. Alaric, un des hommes du Seigneur, un grand blond aux yeux clairs, un profil taillé à la serpette. Il s'était parlé une fois, et j'avais vu le visage de ma sœur rosir pour la première fois. Elle me mit un léger coup de coude en réprimant un sourire. Puis elle reprit ses chamailleries avec Colin, et en levant les yeux, je vis notre père qui semblait écouter quelque chose à l'extérieur. Il se rapprocha de la porte, et instinctivement je le suivis. En tendant l'oreille, il me sembla entendre ce qui ressemblait à un couinement dans le vacarme extérieur. Je collai mon oreille contre le bois, alors que mon père me soufflait. « Tu as entendu toi aussi ?» Nouveau couinement. « Oui, je viens de l'entendre encore. » Il décrocha aussitôt sa cape de fourrure, qui le faisait ressembler à un ours, en me disant de bien refermer derrière lui. Il était inutile d'essayer de le dissuader de sortir, et nous le savions tous. Quand il ouvrit la porte, une bourrasque glacée s'engouffrant dans la maison nous enveloppa tous, groupés que nous étions derrière notre père. La porte fut refermée dès qu'il eut un pied dehors. À l'extérieur, il perçut plus nettement les cris qui l'avaient alerté. Il avança péniblement face au vent jusqu'au bas de la colline. Sans se déniveler, il n'aurait eu aucun point de repère jusqu'à la route. Il y distingua une forme sombre qui s'agitait vaguement. Il pressa l'allure et finit par découvrir une vieille femme encapuchonnée qui vociférait contre tous les dieux qu'elle put connaître. Il la reconnut à sa voix. « Sylvaine ?» Alors qu'il l'attrapait par les épaules, elle sursauta et s'agrippa aussitôt à lui en s'exclamant. « Ah ! Par la barbe de mon père, Ulysse! C'est le cornu des bois qui t'envoie! Ce foutu esprit de l'hiver n'aura pas ma carcasse aujourd'hui! Va donc te geler un robignol tout seul, vieux con !» Notre père la souleva comme un fétu de paille et la porta jusqu'à la maison sans qu'elle cesse de pester à tout vent. Une fois à l'intérieur, chacun fit en sorte de la réchauffer alors qu'elle continuait son laïus. Notre père dut l'interrompre en élevant la voix. « Qu'est-ce que tu fais dehors par ce temps, Sylvaine? Et si loin de chez toi en plein hiver? C'est ma maudite chienne! Cette vieille idiote n'est pas rentrée comme à son habitude. Il faisait encore clair quand je suis sorti la chercher, et comme je n'y vois plus très bien, et dans cette tourmente... » Quoi qu'il en soit, tu es en sécurité maintenant. Prends un peu de soupe. Ma vieille Lisbeth. Elle doit être morte avec ce froid. Et les loups. Sa colère se muait en profonde tristesse. Je m'agenouillai auprès d'elle et lui dis « Allons, elle en a vu d'autres. Demain, quand le vent sera tombé et qu'on y verra plus clair, on ira tous la chercher. Pas vrai, papa ?» Il opina du chef. Sylvaine toucha ma joue du bout de ses doigts encore glacés en disant « Tu es bien brave, ma petite aile de corbeau. Vous l'êtes tous dans cette famille. » Elle avait retrouvé le sourire et c'était sa façon de nous remercier. Sylvaine était la rebouteuse du coin. Elle n'aimait pas ce terme et préférait qu'on dise alchimiste. Mais son laboratoire d'alchimie se résumait à une petite maison au fin fond de la forêt. Il est vrai cependant que la science des herbes et des remèdes n'avait pas de secret pour elle. Même le seigneur Claude faisait appel à elle quand c'était nécessaire. Elle avait soigné toutes nos maladies infantiles et recousu quelques blessures qu'elle aimait appeler des prix. Elle décerna ainsi le prix du meilleur grimpeur d'arbres à Colin, qui s'était ouvert le menton en tombant d'un sapin. J'avais obtenu le prix de la dompteuse de bêtes, après m'être fait mordre par le chien d'un voisin, et Jeannette avait eu celui de la meilleure grenouille, en se coupant les 2 genoux après un saut dans la rivière. Une saison ne se passait pas sans que nous allions la voir, comme un autre membre de la famille Bigaret que nous formions déjà. Tard dans la nuit,
Alors que nous avions fini par nous écrouler d'épuisement malgré les rugissements de la tempête, un craquement de branches plus fort que les autres m'éveilla. Les yeux encore embrumés de sommeil, je vis mon père et Sylvaine discutant à mi-voix devant la cheminée. Leurs deux profils se dessinaient nettement dans la faible lumière du feu. Leur conversation réveilla mon attention. « Je crois que tu ne devrais pas laisser les enfants aller dans la forêt. Il s'y passe de drôles de choses ces derniers temps. » « De quoi parles-tu » ? « Ça doit faire au moins 2 mois qu'un campement s'est installé près des gorges, vers l'ouest. Ils sont arrivés à la fin de l'automne, une poignée de gaillards que tu n'aurais pas envie de croiser. » « De quoi ont-ils l'air ? De bandits ? » ?»« Je sais pas trop. Je les ai vus que de loin. Ils n'ont pas l'air bien frais, mais plutôt costauds. Je ne les ai vus attaquer personne, mais mon instinct me chatouille. » « C'est-à-dire ? » ?»« C'est-à-dire que je ne les sens pas. Certainement parce qu'ils sont armés. Ils ont des chevaux aussi. Et ils font tout pour que personne ne les remarque. »« Des hommes en armes ? » ?»« Oui. Et avec la neige, ils se sont installés dans la grotte de Kiris. Tu sais, la grande. »« Oui, je vois. Je me demande ce que c'est que ces manigances-là encore. » »« Ils sont là depuis 2 mois, tu dis ? » ?»« À peu près, oui. En tout cas, la première fois que je les ai vus, c'était il y a 2 mois. »« Mais quoi ? T'as la mine de quelqu'un qui sait un truc. Ne fais pas de mystère avec moi, gamin. » »« Ce n'est pas un mystère. Enfin, pas vraiment, mais à peu près à la même période, on a trouvé des corps. Des gars ont été trucidés. On a retrouvé leurs dépouilles sous le vieux pont de pierre. Selon le seigneur, c'étaient des hommes du Nord, peut-être des chevaliers. J'en sais pas plus. Et tu penses qu'il y a un lien entre ces morts et les gredins qui se cachent dans la grotte ? Je ne sais pas, mais j'ai une drôle d'impression. J'espère juste que le passé restera où il est. Comme son regard se tournait vers moi, je fis semblant de dormir. La vieille femme lui tapota l'épaule en disant « Quoi qu'il en soit, gardons ça pour nous. Les gamins n'ont pas besoin de se faire des nœuds dans le crâne avec ces histoires. On sera bien lassé de deux. Tu devrais aller t'allonger un peu et essayer de dormir. Je m'occuperai du feu, je ne dors pas beaucoup de toute façon. » Il acquiesça et se dirigea vers sa couche, alors qu'elle ajoutait « Dors tranquille. C'est une bien belle famille que tu as là. Et tant que vous serez ensemble, tout ira bien. » Tout ira bien. Pourquoi ces mots résonnent-ils en moi comme annonciateurs du contraire ? Et voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette saga. Si vous souhaitez justement découvrir cette saga ainsi que son autrice, je vous invite à consulter la barre d'infos. Vous y trouverez le lien Amazon pour vous procurer les différents ouvrages, mais aussi les différents liens vers les réseaux sociaux de Sonia Fada. Et voilà, les lectures d'Élise, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle découverte. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous, et je vous dis à la prochaine fois. Sonia J. Fada